Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et pour cette émission, nous abordons le sujet du lien entre les galeries et les artistes. Comment les galeries promeuvent-elles la carrière des artistes qu'elles soutiennent? C'est l'analyse qu'a menée Nathalie Moreau, professeure en sciences économiques à l'université Paul Valéry Montpellier 3. On en parle tout de suite dans Art et Marché. À l'heure où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la promotion des œuvres d'art et que certains artistes peuvent avoir des relations directes avec leurs collectionneurs, comment les galeries promeuvent-elles la carrière des artistes qu'elles soutiennent? C'est le titre de l'étude de Nathalie Moreau que je suis ravie d'accueillir dans Art et Marché. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Nathalie, vous êtes donc l'auteure de cette étude, professeure en sciences économiques à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Ce qui est intéressant dans cette étude, que en tout cas j'ai trouvé assez intéressant, c'est que vous étudiez les galeries qui sont membres du CPGA, donc le Comité professionnel des galeries d'art, syndicat principal des galeries en France, mais aussi bien sûr des galeries en région, d'autres moins représentées qu'on voit moins dans d'autres rapports. Quelle a été la première différence que vous avez vue entre ces deux galeries, ou au contraire, est-ce que peut-être vous avez été surprise de voir que finalement il n'y avait pas tant de différence que ça? Si, il y a énormément de différences. Alors j'ai conduit cette étude, comme vous le disiez, sur les relations que les galeries entretiennent avec leurs artistes, et c'était vraiment le focus de cette étude qui m'intéressait, parce que les études qui existaient jusqu'à présent, c'était plus économique, le profil socio-économique des galeries. Et là, je voulais vraiment me centrer sur ce point-là. Et la première chose que j'ai constatée, c'était quand même une différence économique en termes de chiffre d'affaires. Il y a des différences énormes entre les galeries qui sont sur Paris, les galeries qui sont en région. Alors, le CPGA a quelques galeries de région, mais il y a 80% des galeries du CPGA qui sont des galeries parisiennes. Donc, ça recoupe aussi les différences de chiffre d'affaires. En termes de création, d'artistes représentés, quelles seraient les différences? Alors après, la première différence, c'est une différence en termes de chiffre d'affaires. Et de là va découler toute une flopée de différences sur la façon d'accompagner les artistes. Car bien évidemment, si vous avez un chiffre d'affaires de 1,2 million, qui est la moyenne pour les galeries CPGA, de 1,2 million, 1,3 million en moyenne, contre 300 000 euros pour une galerie en région, évidemment, vous ne pouvez pas développer les mêmes choses pour accompagner les artistes. Et tout ce qui est d'accompagnement à la production, de publication d'ouvrages, enfin, de nombre de publications d'ouvrages, etc., de liens avec les institutions même, de présence dans des foires prestigieuses, eh ben, on va le retrouver plus chez les galeries CPGA que chez les autres galeries. Alors, c'est conditionné bien évidemment par le chiffre d'affaires. On peut dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui. Est-ce que c'est parce qu'elles ont plus de succès dans la façon dont elles accompagnent les artistes qu'elles ont un chiffre d'affaires plus élevé, ou est-ce que c'est le contraire? Il est clair de toute façon qu'en France, le marché est extrêmement centralisé par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne où il est un peu moins centralisé. De toute façon, c'est un ensemble de facteurs qui font que les galeries sur Paris réussissent à avoir des chiffres d'affaires plus élevés et accompagnent différemment les artistes que les galeries qui sont en région. Parce qu'elles ont tout sous la main à Paris aussi. C'est une grande difficulté de la centralisation française. Bien sûr. Et puis, à l'heure actuelle, il existe tellement d'événements autour du marché de l'art, autour de l'art contemporain, que déjà, ne serait-ce qu'à Paris, réussir à attirer la presse pour montrer l'intérêt d'une expo, les collectionneurs aussi, et autres, c'est bien plus difficile de le faire en région. Même si c'est à engagement égal, on va dire. C'est des engagements différents, effectivement. Les galeries de région aussi accompagnent les artistes, sont très proches d'eux de la même façon et sont très investis. Mais ce qu'il y a de curieux et ce qui est souvent considéré comme négatif, c'est parfois les galeries demandent aux artistes certains financements et on dit usuellement, oui, c'est des galeries qui... on ne doit rien demander à l'artiste. Mais les galeries qui sont en région, qui ont un chiffre d'affaires de 300 000 euros, elles vont payer le transport, elles vont... payer plein de choses et passer un certain seuil, elles disent l'artiste, je le reçois, je lui paye peut-être une nuit d'hôtel, mais je peux pas lui en payer deux et ça sera à lui de le payer. Et
on peut pas forcément leur en vouloir non plus. Donc, enfin, il n'y a pas de raison de leur en vouloir de toute façon. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins engagées. En tout cas. Oui, c'est ça. Et donc là, vous avez déjà cité pas mal d'éléments. Qu'est-ce qui est le noyau central de l'accompagnement d'une galerie envers un artiste? Peut-être qu'on ne retrouverait pas sur un artiste qui se fait un profil réseaux sociaux. Justement, il y a une très forte méconnaissance du rôle des galeries et cette idée que l'artiste, via son réseau, enfin les réseaux sociaux, peut toucher un public, etc. Bien sûr qu'il peut arriver à toucher un public, éventuellement, il peut arriver à toucher des collectionneurs, mais c'est très court-termiste. C'est-à-dire que le rôle de la galerie, c'est de construire la carrière de l'artiste. Et pour construire la carrière de l'artiste, il faut travailler aussi auprès des institutions, obtenir des expositions, faire ce que j'appelle des tout petits événements historiques qui, peu à peu, font rentrer le nom de l'artiste dans l'histoire de l'art. Et l'artiste n'est pas capable de faire ça via les réseaux sociaux. Il arrivera peut-être à toucher, dans le meilleur des cas, un collectionneur, mais c'est tout. Et ça sera un artiste qu'on appelle purement commercial à ce moment-là. C'est-à-dire que, certes, il peut avoir un succès, certes, il peut avoir un certain chiffre d'affaires, mais il sera nécessaire, dans un second temps, alors est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 20 ans ou jamais, que des historiens de l'art retrouvent ses œuvres auprès de collectionneurs, écrivent une histoire, fassent rentrer des œuvres dans les musées, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il aura vraiment une réputation, une légitimité. Sinon, il sera juste auprès chez des particuliers, et ce sera un artiste, entre guillemets, commercial. C'est-à-dire ça se réduit à une transaction, en fait. Exactement. Et le rôle de la galerie, c'est d'avoir quelque chose un peu plus, je ne sais pas si c'est le terme, d'éditorial, mais d'accompagner sa carrière auprès des institutions, de faire des écrits, des publications qui travaillent à cette reconnaissance-là. Et très souvent, on omet de voir ce rôle du galeriste, qui est pourtant un rôle qui est central. Est-ce que c'est un rôle qui a évolué au fur et à mesure des années? Justement, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des nouvelles casquettes, des nouveaux axes? Alors, il y a des choses... Alors, bien évidemment, dès le début du métier du galeriste, il y avait des choses qui existaient, qui existent toujours, comme justement faire des publications. Évidemment, avec les nouveaux modes de communication et l'Internet, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. C'est-à-dire faire ce qui se faisait uniquement avec des publications écrites. On fait aujourd'hui des vidéos où on interroge des commissaires d'exposition qui commentent le travail de l'artiste. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Ce qui est aussi nouveau, c'est qui se faisait beaucoup moins avant, c'est de faire appel à des commissaires d'exposition indépendants pour curater, entre guillemets, c'est le terme utilisé, des expositions en galerie. Alors qu'avant, la plupart des expositions... Pour donner un axe, en fait, un angle. Oui, voilà, pour donner un angle. Alors qu'auparavant, la majeure partie des expositions étaient faites par les galeristes eux-mêmes. C'est toujours le cas de beaucoup de galeries, mais il n'est pas rare qu'elles fassent appel à des commissaires d'exposition pour avoir un regard particulier sur cette exposition. Et puis, ça donne aussi plus de poids, puisqu'il y a la légitimation du commissaire d'exposition, qui en général, celui qui est choisi n'est pas un inconnu, qui vient rejaillir sur cette exposition-là. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau qu'on voit dans le travail des galeries. Et les liens aussi avec les institutions. Alors, c'est aussi lié au fait que les institutions ont de moins en moins de fonds pour financer des expositions. Et donc, du coup, elles peuvent faire appel plus appel à des galeries, bien évidemment qui ne vont pas financer une exposition, mais si elles peuvent financer une production, si elles peuvent financer un transport, etc., ça va un peu alléger le coût de l'exposition pour le musée. Et ces relations-là se sont développées, ce qui peut poser des questions aussi, parce que il peut y avoir aussi une tendance, mais ça, c'est pas quelque chose que j'explore dans ce rapport, mais il peut y avoir une tendance des institutions à se tourner vers de plus grosses galeries pour faire des expositions, parce qu'elles ont plus de moyens. Donc ça pose la question d'une zone un peu trouble entre le marché et l'institution. Et vous analysez aussi des aspects assez concrets, comme le contrat qui lie la galerie et l'artiste, contrats qui ne sont pas d'ailleurs forcément tout le temps présents. C'est ça, oui, alors c'est étonné de voir ça. Oui, alors ça, c'est une tradition très, très ancienne, selon laquelle il n'y a pas de contrat écrit entre les galeries et les artistes, ce sont des contrats oraux. Et ici, on voit une différence assez importante entre les galeries en région, les galeries CPGA ou les galeries parisiennes. C'est-à-dire qu'il y a une proportion beaucoup plus élevée de galeries qui sont en région, qui ont établi des contrats
écrits avec leurs artistes que de galeries CPGA qui sont plus sur des contrats oraux. Et c'est un peu paradoxal parce que les galeries CPGA, il y a quelques années, ont établi justement au sein du CPGA un contrat type à proposer à leurs artistes. Après, je ne suis pas sûre que concrètement ça change les choses. Non. Pas forcément de conséquences. Non. Alors, d'ailleurs, ce qu'il y a d'assez, je sais pas si c'est amusant, c'est que les galeries en région, à la fois contractualisent plus, mais en même temps, elles demandent moins d'engagement de la part de leurs artistes, elles leur donnent moins en retour que ne le font les galeries CPGA. C'est-à-dire que les galeries CPGA, il y a moins de contractualisation écrite, mais elles demandent plus d'exclusivité de la part de leurs artistes que ne font les autres, et elles leur donnent aussi plus en retour. Donc, je ne suis pas sûre que le contrat change beaucoup de choses. Non, parce que qui dit contrat tacite ou écrit, en tout cas, il y a un engagement attendu de la part de l'artiste. Ah, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, là, justement, vous parliez des réseaux sociaux. Un artiste est censé ne jamais passer par sa galerie pour vendre des œuvres. C'est-à-dire que dès lors qu'un artiste est représenté par la galerie, alors le terme de représenter, c'est pas être juste vendu. Une galerie qui représente un artiste, elle l'accompagne sur le long terme. Et donc, il y a un engagement à le suivre, à développer sa carrière. Et un artiste qui est représenté par une galerie s'engage à ne pas vendre directement en atelier, à renvoyer les collectionneurs vers la galerie ou, en tous les cas, à prévenir la galerie. Ne jamais passer directement par les réseaux sociaux, etc. Non. Sinon, il prend le risque, si la galerie se rend compte de tout ça, que la relation soit rompue, et à moyen terme, ça risque d'être très préjudiciable pour lui. Et en termes de frais de galerie, ça c'est quelque chose d'uniforme et qu'on voit peu évoluer sur le partage entre galeries et artistes. Alors oui, ça c'est 50-50, 50 pour l'artiste, 50 pour la galerie. La seule différence, c'est le cas un peu particulier des galeries associatives, qu'on rencontre essentiellement en région. C'est les galeries qui représentent l'art contemporain, il y a une forte proportion de galeries associatives qui, elles, de par leur statut associatif, prennent 20 à 30% pour assurer leurs frais c'est des moyennes. C'est beaucoup plus... Autant pour les galeries usuelles, c'est 50% dans les 3 quarts des cas, même plus. Mais pour les galeries associatives, il y a une palette qui est un peu variée, entre 30, 20, etc. Est-ce que vous savez, il nous reste que quelques secondes, s'il y a de plus en plus d'artistes qui sont sans galerie? Mais il y a une forte proportion d'artistes qui sont sans galerie. Parce que de toute façon, si on regarde la proportion... Qui délibérément veulent rester sans galerie. C'est toujours très difficile parce qu'un artiste va affirmer qu'il préfère être sans galerie quand il n'a pas. C'est toujours difficile de savoir si c'est vrai ou pas. D'accord, je comprends. Merci beaucoup Nathalie Moreau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette étude « Comment les galeries promeuvent-elles la carrière des artistes qu'elles soutiennent ?» et vous êtes professeur en sciences économiques à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Merci beaucoup de nous avoir détaillé votre étude et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.